Welcome sur ce podcast Les Croqueuses. Je suis Pauline pour vous guider à la fois coach, formatrice, praticienne EFT, facilitatrice de cercles, de soins rituels et de stages. Oui, tout ça. En fait, je suis exploratrice de tous les possibles. Les Croqueuses, c'est le podcast qui vous fait kiffer votre vie avec des interviews inspirantes, des bottages de fesses et 100% de motivation et de good vibes. On explore ensemble la résilience, la reconstruction et surtout, on prend beaucoup de plaisir à croquer la vie à pleines dents. Allez, prête à vibrer ? C'est parti pour une nouvelle dose de good vibes. Aujourd'hui, j'accueille Lindsay, une Toulousaine en amour pour sa ville. Elle aime apprendre, elle est curieuse et passionnée par la couleur rose. Elle a découvert être autiste il y a 4 ans et ça lui a permis d'avoir enfin son mode d'emploi. Multiculturelle, néo-congo, anglaise et française, avec une vision du monde riche de toutes ses particularités. Elle nous confie son parcours de résilience aussi à travers l'amour du doudou et les épreuves qu'elle a traversées, qui ont commencé le 27 mars 2015 par le décès de son papy. Reconstruire tout ce qu'elle voulait être et vivre en repartant de zéro, ça a bien été le point de départ de la suite de sa vie. Aujourd'hui, Lindsay est la fondatrice de l'association Endométriose Neuropathique. C'est un engagement essentiel pour elle dans ce qu'elle a vécu entre l'endométriose et les douleurs neuropathiques justement. Son envie d'être un support d'information pour toutes celles qui sont également touchées lui permet de redonner tout ce qu'elle a reçu. Elle a eu des mains tendues sur son chemin, des participations financières en crowdfunding au chirurgien qui a fait cette intervention réparatrice. Lindsay s'est retrouvée à sa place, dans l'acceptation d'elle-même et de ce qui est. Restez bien à l'écoute pour découvrir son histoire, sa gourmandise et tout ce que Lindsay partage avec authenticité dans cet épisode. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Hello Lindsay, bienvenue à toi. Je suis très heureuse que tu sois aujourd'hui à mon micro sur le podcast des Croqueuses. Tu as accepté mon invitation. Je t'en remercie vraiment. Et tu es là aujourd'hui pour nous parler de toi, de plein de morceaux de toi, de ce qui façonne qui tu es aujourd'hui et d'une grosse période de vie qui, aujourd'hui encore, est pleinement présente pour toi. Tu vas tout nous raconter, nous expliquer, mais avant qu'on rentre dans le détail de cette période-là, de ces instants-là, eh bien, j'ai envie que les croqueuses apprennent aussi à te connaître et donc je t'invite à te présenter et nous dire ce que tu as envie de toi. Bonjour Pauline, je te remercie pour cette invitation. Je suis heureuse qu'en tout cas nos engagements respectifs nous aient permis en fait de croiser nos routes et j'espère en tout cas que de la même manière que les épisodes que j'ai pu écouter des précédents podcasts, ça puisse être inspirant, ça puisse aider, ça puisse accompagner aussi les parcours de vie d'autres personnes. Donc je suis vraiment ravie et très honorée que tu m'aies proposé ce joli podcast. Donc, pour répondre à ta première question, si je peux te présenter, donc je m'appelle Lindsay, j'ai 36 ans, bientôt 37 ans. Je vis à Toulouse. C'est vraiment une ville que j'aime beaucoup. J'ai débarqué là en décembre 2017. J'avais suivi quelqu'un à l'époque et depuis, je t'avoue que j'ai regretté vraiment à aucune seconde de vivre ici. C'est une très belle ville. On appelle ça la ville rose parce qu'il y a beaucoup de briques, mais c'est une ville extraordinaire. Et si vous avez jamais visité Toulouse, en tout cas, franchement, c'est une ville qui, pour moi, vaut le détour. Elle a vraiment cette représentation de repos, de guérison, de dynamisme et de beaucoup de chaleur et d'apaisement. Donc voilà, c'est vraiment une ville que j'aime beaucoup. Après, qu'est-ce que je peux te dire sur qui je suis? Mais déjà, avant tout, je suis présidente d'une association endométriose et douleurs neuro pour les douleurs neuropathiques que j'ai créée donc officiellement en 2022. Mais c'est un projet qui existe depuis 2019. En dehors de ça, je suis quelqu'un qui a fait quand même beaucoup d'études. J'ai fait plus de 8 ans d'études avec de nombreux masters, donc en communication, en logistique et ensuite en droit de la santé qui m'a permis de valider, si tu veux, toutes ces connaissances pour l'association. Donc, je suis quelqu'un qui aime apprendre, quelqu'un de très curieuse. J'ai aussi 3 chats. Donc, je suis maman de 3 chats. J'en ai perdu une il n'y a pas très longtemps, mais comme je te le disais en préparant cette interview, je reste maman de 3 chats. Voilà, après, je suis quelqu'un qui aime passionnément le rose. C'est quelque chose qui me définit beaucoup et
Et ça me fait beaucoup rire parce que je n'arrive à acheter absolument rien d'autre que du rose en ce moment. C'est presque trop, mais ça fait beaucoup rire mes amis. Je suis aussi autiste Asperger, anciennement Asperger, parce qu'on dit plus trop autiste Asperger, mais voilà, avec sans retard de langage. C'est quelque chose que j'ai appris il y a moins de 4 ans maintenant, qui a été vraiment un gros changement de vie et quelque chose que je vis très positivement puisque ça m'a permis d'avoir mon mode d'emploi, de comprendre comment je fonctionnais et de retrouver mes personnes qui fonctionnent comme moi. Ça m'a apporté une sensation d'appartenance que je n'avais jamais vécue jusque-là. Donc ça a été quelque chose que j'affiche clairement, non pas pour me différencier, mais pour juste parler de ce que je suis et pour une bonne compréhension. Voilà. Après, ben, je suis multiculturelle, originaire du Congo, même si ça se voit pas. Les gens n'arrivent pas trop à deviner de quelle origine je suis. Donc, je suis née à Brazzaville, au Congo, dans les années 80, fin 80. Donc, c'est une période qui est très chaleureuse, vraiment une douce période. Donc, quand je pense à ça, je m'imagine vraiment entourée de chaleur, d'un paysage verdoyant. C'est hyper apaisant et très rassurant. C'est l'enfance que j'ai vécue là-bas. C'est des très bons moments. Et donc, je suis aussi anglaise et française, un petit peu quand même. Ça me permet, si tu veux, d'avoir une vision, je pense, du monde tout aussi différente. Et au début, je pensais pas que j'étais autiste, mais simplement différente par ma culture. Parce que c'est vrai que quand je suis arrivée en France les premières années, je me suis dit, c'est un petit peu bizarre. Donc, je trouvais pas trop de repères en me disant, les gens sont un peu étranges, en fait. Et c'était pas la culture. Donc, ça me fait toujours rire au début d'avoir pensé ça. Et c'est vrai qu'en Afrique, les gens sont très chaleureux, très expressifs. Et pour l'autiste que je suis, c'était très facile de comprendre leurs émotions, etc. Chose que j'ai eu beaucoup plus de mal à faire quand je vais en Angleterre, notamment chez ma sœur, ou que je suis en France. On va dire que je n'ai pas toujours des facilités à comprendre tout, mais en tout cas, je fais de mon mieux. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu te dire aussi sur ma personnalité. Je pense que avec un petit peu de connaissance, j'estime être quand même quelqu'un de gentil. Pour moi, quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui va être vraiment intéressé à connaître l'autre, à comprendre son fonctionnement pour être sûr de pouvoir lui accorder des espaces de sécurité, des espaces où on est entendu, où on est reconnu, on est choyé. On peut le faire avec des inconnus. Souvent, ça même plus marquant quand ça vient de petits espaces donnés à la parole de l'autre. Un petit peu folle dingue sur les bords. J'aime beaucoup rire. Je suis un peu ce qu'on pourrait caractériser d'une femme enfant, mais moi je le vois pas comme ça. Mais j'ai gardé cette folie de la vie malgré le chaos de certains événements que j'ai vécus. Et voilà, je collectionne beaucoup de petites choses en fonction des périodes. Je suis aussi un petit peu maniaque, faut le dire, et j'adore l'ordre, l'organisation. Ça me rend très heureuse faire le ménage. C'est pas une passion parce que je préférais que quelqu'un le fasse à ma place, mais je le prends vraiment comme un moment où je sors tout ce que j'ai à sortir, on fait du changement, on nettoie tout et puis on repart à zéro. Voilà. Donc je pense que je t'ai déjà dit pas mal de choses. Ça donne une petite idée de la complexité du personnage. Voilà. On a un beau tableau là que tu as dépeint avec, j'aime beaucoup cette idée de femme-enfant. Ça rejoint aussi le sens de mon podcast Les Croqueuses, où c'est toujours garder, enfin en tout cas moi je le vis comme ça, cette idée de plaisir qui se distille dans chaque petite chose, comme ont les enfants de cet émerveillement pour chaque chose qu'on vit en fait. Exactement, cet émerveillement quotidien de plein de choses et j'ai toujours réussi à le garder. Et c'est ça aussi que les gens parfois n'arrivent pas à comprendre que je puisse être triste et qu'à côté je puisse quand même être joyeux sur certains sujets et sûrement lié au pragmatisme. Mais aujourd'hui, cette caractéristique est, comme tu le dis, associée aux femmes enfants. Et moi, j'estime être quand même très mature et avoir vraiment les pieds sur terre, mais avoir besoin de m'échapper un peu de cette réalité parfois. Et ça peut emmener à des comportements un petit peu enfantins aux yeux des gens où, tu vois, je suis pas du tout gênée d'avoir un doudou que je me trimballe depuis que j'ai 3 ans, qui a fait toutes les aventures avec moi, ou d'avoir besoin de certaines choses qu'on accorde qu'aux enfants. Mais je me dis toujours, qui c'est qui a décidé que à partir d'un certain âge, on pouvait plus avoir de doudou? Il y a un code quelque part où, tu vois, il faut pas l'assumer. Est-ce que le dire comme ça à ton podcast fait de moi quelqu'un de moins crédible, qui sera pas capable de faire une conférence devant les plus grands chirurgiens et leur dire que c'est pas bien ce que vous avez fait aux femmes qui ont de l'endométriose, vous les avez abîmées? Pas du tout, Pauline, pas du tout, bien au contraire. Ça me parle bien parce que moi, dans ma famille, je vis avec une grande sœur qui trimballe ses doudous partout. Ces deux doudous qui ont été rafistolés, raccommodés dans C'est tous les ça. sens, qui ressemblent plus à grand-chose, mais qui sont très très importants pour elle. Et donc, j'ai toujours vécu avec les doudous de tout le monde. Donc, ça ne me choque pas du tout. Et je te raconte même une anecdote par rapport à ça. Donc, mon doudou est le dessin animé Fievel qui est sorti justement fin 80. Donc, je l'ai eu la première fois que je suis arrivée en France, que j'ai découvert la France, pour Noël.
Et en fait, je l'ai retrouvé sur eBay quelques années plus tard et j'ai commencé à le collectionner pour le donner à toutes mes amies qui ont eu des enfants. Parce que ce doudou a été tellement pour moi une sécurité, un truc extraordinaire, qu'à chaque une de mes amies qui ont eu des enfants, je leur ai donné ce doudou-là. Et donc, du coup, j'ai distillé le doudou Fable qui n'existe plus, qui n'est plus du tout produit, mais il y en a encore plein sur eBay. Donc, chaque année, aux alentours de mon anniversaire, et ça vaut, je sais pas, sur eBay peut-être 2 3 euros, tu vois, ben, je les collectionne et je les sauve et je les donne. Voilà. Donc, tu vois, j'ai distillé vraiment cet amour du doudou. Et j'explique aux enfants quand je leur donne pourquoi il est bien, qu'il a des grandes oreilles, que tu peux lui dire des secrets. Il est un peu en texture éponge, donc tu peux beaucoup pleurer. Moi, il a absorbé beaucoup de tristesse et il est resté vaillant, tu vois. Par rapport à tout ça, à tout ce que je fais, en fait, à toujours ce côté, la résilience, elle ressort toujours, en fait. Je la distille, quoi. À travers les doudous. Exactement. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Lindsay, parce que là, je pense que ce que tu vas nous partager après permettra aussi d'éclairer un petit peu certaines des facettes de ta personnalité. Donc, on commence à mieux te connaître et si tu veux, bah, je t'invite à nous partager un peu ce que tu avais envie d'évoquer aujourd'hui sur le podcast dans cette grande tranche de vie, dans certains éléments déclencheurs et toutes les réflexions que ça a généré derrière pour toi jusqu'à aujourd'hui encore. Quand on a préparé cette interview, je t'ai parlé de mon parcours et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses et j'ai eu envie de te parler justement du décès de mon papy. Il est mort le 27 mars 2015, qui est vraiment une date très importante pour moi et qui, au fur et à mesure des années, devient une date joyeuse parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces journées-là. Et généralement, j'ai un petit peu de nostalgie avant ou après, ou de la tristesse à l'époque. Maintenant, ça s'est transformé en nostalgie. Mais cette date, maintenant, elle est plus entourée des mêmes choses. Et bizarrement, cette date devient quelque chose de positif. Mon papy, en fait, c'était quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, déjà parce que je porte son nom. Son nom, c'est l'homme avec un grand H fort. C'est un nom qu'on choisit de donner en Afrique aux personnes qui sont destinées à de grandes choses. Mon papy, il est né dans la brousse sans date de naissance, avec un nom. À l'époque, on ne donnait pas les noms des parents, mais on lui choisissait un nom qui veut dire quelque chose. Il a marché pendant des heures pour aller à l'école et puis il a démarré l'école à 8 ans avec les prêtres et il est devenu ambassadeur du Congo et il a été secrétaire général de l'ONU. C'est quelqu'un, si tu tapes son nom sur le site de l'ONU, tu vois sa photo. Voilà, quelqu'un qui n'avait rien et qui a eu beaucoup et qui a fait beaucoup pour son pays. Et pour moi, parce que avoir quelqu'un d'aussi digne, d'aussi fort, d'aussi intelligent. C'était quelqu'un d'extrêmement brillant, qui avait aussi ses défauts, mais qu'on respectait tout à fait. Il ne m'a jamais demandé d'être autre chose. Ça a été quelqu'un de très gentil avec moi profondément et qui a été une inspiration, mais pas une inspiration qu'on te force à être, pas des injonctions. Et quand il est mort, donc ce 27 mars 2015, je l'ai senti arriver. Et ma maman m'a rendu les courriers qu'elle avait récupérés dans ses affaires. Et je me suis mise à lire, en fait, les lettres que je lui ai envoyées, ses réponses. Réponses que je trouvais très abstraites à l'époque. Et quand j'ai tout lu d'un coup, je me suis rendu compte qu'en fait, il répondait à tout ce que je lui disais, mais d'une autre façon qui n'était pas accessible à l'époque pour la jeune fille, l'enfant ou la jeune femme que j'étais, ou la femme au moment où il est mort. Et en fait, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça m'a guidée, en fait. Ça a été la première expérience de vie où quand tu perds un parent, parce que mon papy a grandi avec moi, donc c'était comme mon père. Je l'appelais papa quand j'étais plus jeune d'ailleurs. Il est devenu papy quand il a vieilli. Et quand tu vis ce genre de choses, bah, tu perds ton père à 27 ans, 27 28 ans. C'est tôt. Ça reste tard, mais ça reste aussi tôt parce que tu le prévoyais pas comme ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Ça a déconstruit, ça m'a apporté une telle tristesse, à l'instant, un tel choc parce que moi, je m'étais dit, j'ai profité de lui toute ma vie, j'ai plein de photos, ça va aller. Rien du tout de tout ça. On te prépare pas, personne te dit, ça va être ça, il va te manquer, il y aura plus d'appels, il y aura plus le dimanche, il y aura plus un quotidien. Et la première année, tu souffres profondément de l'absence. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais face à ça, face à cette tristesse, je me suis rendu compte que beaucoup de gens ont disparu, beaucoup de gens m'ont jugé en disant mais comment ça se fait que t'es triste, c'est que ton grand-père, etc. Alors que dans ma culture congolaise, que je suis métissée, donc j'ai aussi cette culture-là, et on grandit aussi avec beaucoup de personnes de cette culture, ça m'a beaucoup impacté positivement. Ben, c'est pas la même chose le rapport au grand-père. Et cette chose-là a fait que ça m'a ébranlée et que je me suis effondrée. Tout ce que j'avais construit s'est effondré. Et ce que j'avais construit, c'était du faux self. Je sais que c'est une notion qui est un peu abstraite, qui n'existe pas trop, qui est souvent employée, mais c'est-à-dire, voilà, donner le change aux gens, se rendre compte que cette petite nénette, parce que je fais moins d'1m60, si petite que je sois, elle avait le droit, en fait, d'être triste, elle avait le droit d'être qui elle était. Elle n'était pas obligée de donner le change, d'être
séduisante pour les hommes, d'être ce qu'on attendait d'elle en fait. Elle avait le droit d'exister, elle avait le droit d'être juste une intello à lunettes et c'était OK. Donc en fait, je m'étais adaptée jusque-là à tout ça, à ce qu'on voyait et ce qu'on voulait de moi, parce qu'on te le dit en tant que femme, il faut être souriante, il faut être ci, il faut être ça, faut pas être trop, faut pas, on te catégorise vite d'hystérique, faut pas avoir trop d'émotions, tout ça. Ça, tout s'est effondré, ce mur de trucs que j'avais construits, d'observation, en disant si je fais ça, je vais me faire harceler, si je suis comme ça, tu sais ce conditionnement, tout s'est effondré de telle manière à ce que j'ai pu reconstruire en fait tout ce que je voulais en repartant de zéro. Et c'est pour ça que j'ai choisi de te parler de cet événement. Hmm. Ça a été l'élément déclencheur, le choc face Oui, au vide et à la perte, la douleur que c'était, et l'occasion finalement de plonger vraiment à l'intérieur de toi pour révéler qui tu étais toi sans avoir cette figure paternelle mhm. guidante et rassurante. Exactement. Et t'as aussi, comme tu dis, la sensation de d'ouvrir les yeux, de réaliser. Et je sais que mon grand-père m'a sauvée. Il m'a littéralement sauvée. Quelle aurait été ma vie, Pauline, si aujourd'hui j'étais restée dans cet état où je me posais toujours des questions, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis pas comme les autres et ceci et cela? Si j'avais jamais plongé à l'intérieur de moi pour comprendre ce qui se passait et qui j'étais, je ne serais pas la personne que tu as en face. On n'en serait pas là. J'aurais jamais fait l'assaut, c'est sûr. Tellement de choses. Et même si je souffre encore aujourd'hui de son absence, je suis fière à chaque fois de pouvoir me dire, mais s'il me voit, alors bien sûr qu'à certains moments, quand j'ai créé l'asso, je me suis dit, bon, j'aurais aimé qu'il soit là, à l'opération, j'aurais aimé qu'il soit là, la première conférence que je vais faire en mai, j'aurais aimé qu'il soit là, mais je le vis plus de la même manière, avec une nostalgie et plus une tristesse, en me disant, merci papy, parce que si tu m'avais pas fait mal en partant comme ça, je sais pas où j'en serais aujourd'hui, et c'est vrai que ça emmène vraiment aussi à cette force que j'ai pu avoir et cette confiance que j'ai désormais en la femme que je suis pour définir quelle était ma personnalité, ce que je voulais dans la vie, tu vois, vraiment repartir de zéro dans la construction. Et ça m'a donné beaucoup de force pour la suite, en fait, qui a été aussi ma maladie et quand je suis tombée malade. Hmm. Donc, en partant, il t'a aidé à te rencontrer toi et à découvrir toutes ces facettes de toi et toutes les forces que tu allais pouvoir utiliser derrière sur les autres événements que tu as traversés. Exactement. Et c'est vrai qu'après, ça a été très difficile, mais à la fois, vous voyez que ce que j'avais vécu avec mon grand-père, c'était ce que j'avais vécu de plus difficile. Donc, je me disais, lui, il a été courageux dans le cancer, il a été courageux dans la maladie. On l'a accompagné jusqu'au bout, jusqu'aux 2 jours avant qu'il meure. On lui disait, monsieur, est-ce que vous allez bien? Oui, ça va bien. Il ne s'est jamais plaint, il a ajouté vraiment d'une dignité exemplaire, un homme vraiment fort. Et je parle d'un homme avec un grand H, dans la représentation de la dignité que ces hommes âgés africains étaient en fait très 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 dignes. Et je me suis vraiment basée sur ça pour la suite de ma maladie parce que voilà, ça a été un défi ce qui m'est arrivé aussi par rapport à l'endométriose. Hmm. Est-ce que tu peux nous parler du coup de l'endométriose par rapport à cet événement du 27 mars 2015? À quel moment ça se situe et comment est-ce que tu l'as traversé avec toute cette connaissance de toi que tu étais en train d'affiner? J'étais vraiment déterminée déjà à trouver ce que j'avais. Et j'ai de l'endométriose depuis que j'ai 13 ans. Là, comme je dis, j'ai entre 27 et 28 ans à ce moment-là. Et j'ai été opérée le 6 juillet 2016. Je suis assez précise sur les dates quand même parce que c'était assez marquant. Et j'ai donc le chirurgien qui m'a opérée n'a pas précisé en fait les risques opératoires de ce type d'opération. Et même si je ne saurais jamais vraiment quel acte il a fait, ça m'a causé en fait des douleurs neuropathiques à la jambe. Je pense qu'il a lésé un nerf ou fait quelque chose, que j'étais opérée au niveau du rectum où tu as en fait dans toute cette zone recto-vaginale, énormément de nerfs et tous les foyers de départ des nerfs sciatiques, puis d'endo, cruraux, tout ce genre de choses. Et en fait, ça a été le début de la bataille de comprendre ce que j'avais. Et ça a été encore un bout de validation de qui j'étais, de la force que j'avais, de la résilience qu'il a fallu pour se battre pendant plus de 3 ans pour trouver une solution et sauver ma jambe parce que j'étais en train de perdre littéralement l'usage de la jambe. Et cette expérience-là t'emmène vraiment à te questionner sur les buts profonds de la vie, parce qu'avec de telles douleurs, tu te dis vraiment, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Est-ce que vraiment ma vie, ça va être ça, de vivre avec des douleurs pareilles, parce que c'est pas une blague, les douleurs neuropathiques, hein. Tu t'imagines avec une rage de dents, tu multiplies par 100, ça te laisse une idée de ce que ça fait, et au milieu de ça, tu dois vivre, tu dois parler, tu dois être agréable avec tout le monde, faire ton ménage, enfin, tu ne peux plus, en fait, tu ne peux plus vivre. Donc je crois que si j'avais pas vécu ça avec mon papier en premier lieu, j'aurais pas eu la force que j'ai eue et je me serais sûrement fait beaucoup de mal. Et c'est aussi pour ça que je participe aujourd'hui à ce podcast avec toi pour que
malgré les événements difficiles qu'on va aborder dans ce podcast, qu'on puisse aussi voir que derrière tous ces événements, il y a du beau. Et c'est quelque chose auquel je tiens parce que je ne veux pas édulcorer les paroles, les événements, parce qu'il y a beaucoup de femmes, et je les écoute, je les suis, je les aide, je les accompagne, qui vivent ça. Tu le sais aussi très bien par rapport au métier que tu fais. Par contre, derrière, il y a des choses qu'on peut faire, quelles actions on peut mettre en place. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et c'est pour ça qu'à la suite de mon parcours, je fais des petits ponts, hein. J'ai créé cette association et je n'ai jamais voulu être un support psychologique. Par contre, j'ai voulu être un support d'information parce que c'est comme ça, avec mon fonctionnement pragmatique un peu autistique, tout à fait autistique d'ailleurs, que j'accompagne et que j'aide. C'est ma part parce que je ne suis pas capable d'avoir une empathie émotionnelle comme les autres, peut-être, mais j'ai une empathie intellectuelle et je me dis, voilà, factuellement, il y a des actions qu'on peut mettre en place. Moi, je suis là pour cette partie. Et d'autres personnes comme toi ou d'autres accompagnants vont l'être pour la partie émotionnelle. Et on fait une espèce de belle synergie et quelque chose de très complémentaire. Et c'est vrai que accompagner les autres aussi, les aider à trouver la bonne information et à prendre confiance en eux en se disant non, là, ce mec-là t'a dit que c'était dans ta tête. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas du tout dans ta tête. C'est dans ta jambe, dans ton dos, dans ton air, dans ton diaphragme. Cherche parce qu'il y a quelqu'un qui pourra continuer d'espérer et confiance en toi et tu pourras y arriver. Pas comme une injonction du tout. Il ne s'agit pas de ne pas accueillir les difficultés des gens, mais de leur montrer qu'en fait, on peut passer du parcours que j'ai vécu moi à un mieux vivre. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a des conséquences factuelles visibles de mon handicap et que voilà, je vais mener un combat aussi pour moi pour faire valoir mes droits à ce propos. Mais avant tout, avant d'en arriver là, il faut soi-même guérir mentalement et physiquement de ce qui nous arrive. Hmm. Et donc, dans tout le parcours que tu as eu avec cette endométriose qui a été opérée, avec les conséquences de Mhm. l'opération qui ont entraîné encore d'autres douleurs horribles, terribles, tellement invalidantes que, on en perd le goût, de vie, est-ce que c'est ce combat, façon de parler, ou en tout cas ce que tu as créé et toutes les actions pour aujourd'hui être à ta façon, au service des autres, dans toute l'aide que tu peux leur apporter avec ton humanité et avec ce que tu es en mesure de partager? Est-ce que c'est ça qui t'a permis aujourd'hui de reconstruire autre chose? Je pense que c'est avant tout le chirurgien qui m'a opéré qui m'a permis ça. Et on a fait un crowdfunding à l'époque parce que forcément, avec une pension de handicap de 900 euros, j'avais absolument pas les moyens de me payer cette opération à 27 000 euros. Et la manière dont il m'a traitée, la manière dont il m'a accompagnée, je me rappelle que j'avais pas ma famille avec moi, que j'avais le cadre de mon papy avec une photo de mon papy et de ma maman. Et il m'a demandé qui était ce monsieur. Et je lui ai dit que c'était mon papa. Et il m'a dit qu'il lui donnerait de la force de faire du mieux qu'il pouvait. 400 personnes à peu près ont participé à cette cagnotte. Ça a pu être de 5 à 1000 euros pour une personne que je n'ai jamais su qui c'était. Et c'est surtout ça qui m'a fait me dire transcender un petit peu et transformer cette période de maladie assez longue, cette solitude liée à la perte de mon grand-père. Beaucoup de gens, suite à la maladie et au deuil, s'éloignent de toi. Et en fait, après ça, j'ai eu 400 mains tendues et je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai guéri en fait de cette noirceur qui m'accompagnait un peu depuis quelques années, du fait d'être seule, de vivre des choses difficiles et de pas avoir les clés, de pas être équipée pour ça. Et ça m'a beaucoup apaisée et aussi le chirurgien a réparé mon nombril parce que celui d'avant l'avait fait exploser, avait fait des sutures un peu nulles et puis il y a eu aussi beaucoup de violences médicales à la suite de cet examen parce qu'à force de chercher ce que tu as, de te faire trifouiller, je pourrais pas trouver d'autres mots, ben, j'ai voilà, été victime d'une agression très grave pour laquelle j'ai porté plainte, et plusieurs événements d'absence de consentement médical. Et donc c'est aujourd'hui ça qui fait que je lutte aussi beaucoup sur ces sujets. Mais c'est plutôt la finalisation de cette opération. Donc en fait, après plus de 15 ans d'errance, je sais que j'ai de l'endométriose. J'ai eu une mauvaise chirurgie. Je fais faire le nécessaire pour moi, me réparer sans attendre du tout que ce chirurgien reconnaisse, parce qu'il sait très bien qu'il a fait une erreur, mais il ne le reconnaîtra pas. Je suis plus en colère, mais réparation, parce que c'est important quand même que ce soit de l'argent ou autre chose. Et ensuite, il y a eu cette période de reconstruction à partir de cette opération réparatrice, puisqu'au moment de l'opération, je ne marchais plus et j'ai pu réutiliser ma jambe. Bien sûr que je suis toujours handicapée moteur, c'est une évidence, parce qu'il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas rester debout trop longtemps, je ne peux plus porter de talons, je ne peux plus courir, mais je peux marcher un petit peu. Voilà. Et pour moi, c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Mais c'est sûr que les médecins, comme ils ne se sont pas intéressés à l'étape, au milieu, ils ne se rendent pas compte que je vais mieux parce qu'il y a eu cette chirurgie-là. Et si on considérait vraiment l'état dans lequel j'étais après la première chirurgie, je pense qu'on se rendrait compte qu'il y a eu énormément de dommages faits.
surtout sur la santé mentale, parce que quand tu vis deuil plus maladie et erreur médicale, il y a un moment où tu t'effondres en fait. Et tu es obligé de t'effondrer à ce moment-là. Et tu t'effondres, mais qu'est-ce que tu fais après? Ben après, tu trouves des solutions. Tu vas te faire opérer en Suisse. Tout le monde te dit c'est trop cher, c'est un charlatan. En France, ils le connaissent pas du tout, mais ils partent du principe que quand ça sort de la France, c'est tous des que tu peux pas trouver dans d'autres pays des gens qui vont savoir ce que tu as. Et en fait, ben non, je savais que c'était lui, j'en avais la certitude. Et ça m'a permis vraiment de m'écouter et de suivre vraiment ce que j'avais dans les tripes, quoi. Moi, je l'ai rencontré, il a été extraordinaire. Ça a été quelqu'un qui, quand il t'ausculte, te met un petit drap, te demande si c'est OK. Toi, t'es là, tu sors de mecs qui mettent les mains comme ça, comme si t'étais une vache à lait, quoi. Même une vache, on la respecterait plus que ça, presque, tu vois. Alors, comme je suis végane, moi, je pense que c'est pas mon état d'esprit, mais voilà, si tu veux, voilà. Mais c'est ça qui est important et j'aime aussi, en action face à tout ce qui m'est arrivé, être un peu la voix pour les personnes qui osent pas dire parce qu'ils en ont pas l'envie, pas la force et c'est complètement OK. En fait, ça suffit, les violences, ça suffit vraiment. L'hémorragie, là, ça va s'arrêter parce que nous, on va vous le dire et on va le dire un peu plus fort que les autres et on est là pour ça. Donc, tu vois, ça a été vraiment cette opération qui m'a donné l'envie et la force de redonner tout ce que j'avais reçu. Et c'est encore aujourd'hui quelque chose qui m'émeut beaucoup, plus que finalement les violences, tu vois. La joie a plutôt tendance à m'émouvoir. Le terme que tu as utilisé pour décrire cette opération, il est extrêmement fort. C'était une chirurgie réparatrice, mais dans les chairs, mais pas que, en fait. Ouais. Et là, vraiment, c'est comme si ça avait marqué un deuxième passage pour Une toi, comme si renaissance. c'est Mm. ça, ça avait recollé un peu des morceaux qui avaient été fracassés, peut-être. Comme l'Arkintsugi où tu sublimes, tu vois, les blessures, ben là en fait il a réparé et aujourd'hui évidemment tu es certainement pas la même femme qu'avant tout ça et tu portes ça en toi avec cette reconnaissance de la rencontre que tu as faite et de ce que j'entends dans l'intime conviction que tu étais juste dans les choix que tu as posés et que finalement tu sais ce dont tu as besoin et ce qui est bon pour toi. Exactement. Je pense que je l'aurais pas mieux dit que ce que tu viens de faire. Et je sais pas si tu as fait attention, mais sur le site internet de l'association, j'ai fait dessiner par un ami justement ce kitsugi-là. Parce que c'est quelque chose, j'adore le doré et avec le rose, hein, c'est les deux couleurs blanc, rose et doré, qui vraiment ont accompagné ma vie dans cette volonté de douceur et de réparation. Et je l'ai mis en forme pour l'association dans toute la charte graphique. Donc j'ai mis beaucoup de moi dans cette apparence pour que ça soit beau, doux et accueillant. Et en effet, je pense que cette opération a littéralement changé ma vie et ça a créé un lien précieux avec ce chirurgien qui a fait preuve de beaucoup d'humanité. Et c'est souvent ce discours que j'ai par rapport à l'accompagnement des médecins. Vous devez être avec des gens où vous êtes à l'aise, où vous savez qu'ils vont répondre à vos questions, où ils vont être bienveillants et humains parce que c'est la base. Et je pense qu'il y a tellement de chirurgiens qui devraient avoir cette humilité-là. Et je pense qu'on reconnaît les plus grands justement à cette capacité d'être humain. Hmm. Et donc toi, aujourd'hui, tu as été réparé, tu t'es réparé aussi et tu t'es Oui. relevé Mm. psychologiquement, physiquement, même s'il y a encore des difficultés, la prise en compte de certains handicaps ou certaines difficultés que tu vis au quotidien. Est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui de c'est quoi ta vie, c'est quoi ton présent, c'est quoi tout ce qui t'émeut et qui te met en joie avec tout ce que tu viens d'énumérer de toi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es là devant moi avec ton plaid bien douillet, avec ce blanc et ce rose, le blanc sur ton plaid, sur ton casque et sur le décor qu'il y a derrière toi, le rose dans tes lunettes et sur ton t-shirt, et cette douceur qui émane de toi avec bien plus que de la simple douceur et de la naïveté, avec un peu cette femme enfant qui s'émerveille dont tu parlais au départ. Je pense qu'il y a un mot, c'est l'acceptation. Dans la maladie, je me suis retrouvée parce que je n'arrivais plus à communiquer normalement. J'ai eu ce diagnostic d'autisme et aussi le test VICE pour le HQI. Ça m'a donné des clés sur qui j'étais. J'ai pu rencontrer des gens qui étaient comme moi, qui étaient intenses, qui réfléchissaient à 4 piles à l'heure, qui étaient curieux. Et j'ai arrêté d'être trop pour certaines personnes. Je me suis retrouvée à ma place. Quand tu te retrouves à ta place comme ça, le monde a une couleur différente, a une odeur différente, a un goût différent. Et là, tu te dis, OK, c'est là que je dois aller. Donc déjà, tu te comprends. La maladie t'amène.
comme les difficultés de la vie, à aller chercher justement ce que tu n'aurais pas réussi à sortir, tes forces. Et souvent, les gens qui nous critiquent parce qu'on est malade, qui ne veulent pas être en lien avec nous parce qu'ils ont peur de notre maladie, parce qu'ils ont peur de leur incompétence à gérer ça, de leurs limites aussi, de leur manquement face à ça. Ils ne se rendent pas compte de qui on est et c'est dommage parce que je pense qu'ils passent à côté de beaucoup de choses, de beaucoup de belles choses, que ce soit dans une vie personnelle ou dans une vie professionnelle. Quand on est accueilli et entendu dans nos difficultés, dans notre handicap, on est capable d'énormément de choses. Donc déjà, ça, c'est un premier point, l'acceptation. Ensuite, une fois que tu as compris comment tu fonctionnais, tu peux vivre plutôt que survivre. Et c'est ça aujourd'hui que j'ai. Je suis en vie, tout simplement, Pauline, vraiment. Je n'ai pas cru parce que j'ai traversé aussi en début d'année et encore début d'année 2023 et encore en début d'année de celle-là, beaucoup de choses difficiles à nouveau. Mais je suis vivante et chaque jour, je me dis, je suis vivante. Simplement comme ça. Je marche et je suis vivante. Et à la suite de ça, j'ai pu donc accompagner ces personnes dans l'association, faire des choses, me rapprocher de choses qui me plaisaient. J'ai appris sur moi en accompagnant aussi les gens, me rendant compte que j'étais capable de beaucoup plus de douceur que ce que je pensais et beaucoup de résilience aussi pour pouvoir écouter des femmes qui avaient eu des parcours aussi difficiles que le mien sans pour autant faire de la transposition, mais être là à l'instant pour elles. J'ai découvert des ressources que je ne soupçonnais pas, des passions que je ne soupçonnais pas, des choses que j'aimais faire que je ne soupçonnais pas et j'ai trouvé ma voie en fait. Je pense que j'ai essayé plusieurs années de dire non, non, ça c'est pas pour moi et en fait, si, si, c'est pour moi, mais c'est venu à moi en fait comme une évidence de ces capacités-là. Et ce qui m'anime au quotidien, on parlait en début, c'est vraiment d'être de la profonde gentillesse et ces échanges humains gratuits qui ne coûtent rien, qui sont faits avec une telle profondeur de cœur. Et souvent, les gens qui animent des associations, ils sont pas animés par ça, ils sont animés par une certaine gloire, par ceci, par cela. Moi, ça, c'est pas important. Ce que je veux, c'est cette richesse, ces échanges humains, cette chaleur humaine, cette bonté partagée, ces petits moments de vie, de sincérité partagée. C'est ça qui m'anime, en dehors de passions que j'ai aussi diverses et variées, qui dépendent des périodes, hein, parce que les personnes autistes, on a des intérêts spécifiques qui dépendent des périodes. Mais ce qui m'anime profondément, c'est ça et qui me donne du sens et qui a fait que aujourd'hui, je sais qui je suis, même lorsqu'on me critique, même lorsqu'on essaie de me faire douter. Bien sûr que je me remets en question, c'est hyper important pour évoluer. Mais par contre, je sais aujourd'hui quelles sont mes valeurs, l'authenticité, la sincérité et le besoin de justice et de vérité, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et je crois qu'en ayant à la fois perdu mon papy, en étant tombée malade, je suis allée à l'essentiel. Et maintenant que je m'estime pas guérie parce que j'ai toujours de l'endométriose, bien sûr, et cette fibrose qui a toujours un impact physique sur moi. Aujourd'hui, je peux vivre un petit peu plus. Ça prend du temps parce que je pourrais pas dire aujourd'hui que j'ai tout reconstruit parce que j'ai eu en 2019 cette opération également en juillet. J'ai eu un an de rééducation très intense avec des traitements médicamenteux au milieu du Covid, donc c'était pas super super. Après, j'ai repris mes études donc en droit de la santé et ensuite je suis repartie travailler en 2022 et ça a été aussi challengeant parce que j'ai été victime de discrimination à l'emploi. J'ai fini avec un gros burn-out, une dépression. Donc ça a fait quand même beaucoup aussi à enchaîner alors que c'était censé être une période joyeuse. Mais je suis sortie un petit peu de ça et j'ai réussi quand même faire des choses au milieu de ce chaos et à reprendre ma vie au milieu. Mais c'est vrai que ça... S'il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu difficile, c'est le décalage que tu vas ressentir avec certaines personnes. Mais maintenant, ça fait le tri. Tu sais bien que les personnes à qui tu vas faire peur, bah, qu'est-ce que je peux faire d'autre que juste d'être moi-même, finalement? Hmm. Du coup, dans cette idée d'enseignement, ou en tout cas d'apprentissage de tout ce que tu as traversé, j'entends qu'il y a cette connaissance de toi profondément avec certains mots n'ont pas permis de t'enfermer dans quelque chose, mais au contraire de te rassembler avec Mm. d'autres qui te comprennent sans que toi tu sois obligé de jouer ce rôle de celle qui doit répondre aux injonctions extérieures. Il y a donc cette connaissance de toi suffisamment fine pour savoir de qui tu t'entoures et de pouvoir assumer qui tu es, d'accepter qui tu es. Est-ce que tu ajouterais quelque chose par rapport à qui tu es aujourd'hui profondément dans tous les apprentissages que tu as traversés? Je pense qu'aujourd'hui, si je peux dire que je suis une femme forte, je pense que c'est OK pour moi de l'assumer, vraiment. Je suis beaucoup plus sensible que ce que je pensais. J'ai lutté toute ma vie contre ça et finalement, j'aime bien être sensible, pleurer beaucoup parce que les choses me touchent, aussi bien positives que négatives, mais plus souvent positives. Plus en colère, ça c'est quelque chose de très important par rapport au chirurgien qui m'a malmenée, par rapport à tous les gens qui sont partis de ma route, qui m'ont abandonnée, qui m'ont maltraitée, qui m'ont peu considérée.
Vous avez fait ça, c'est OK. Aujourd'hui, j'avance. Je suis dans une recherche de paix profonde et de légèreté et surtout d'amour. Je crois que s'il y a quelque chose que je pourrais me souhaiter, finalement, c'est beaucoup d'amour. Je crois que c'est tout ce dont j'ai envie. Donc, je pense que oui, une femme forte, gentille, déterminée et qui a besoin d'amour et qui espère le trouver, en tout cas pour les prochaines années qui arrivent, et beaucoup de paix, quoi. Voilà. Hmm, c'est très beau. Pour conclure, si jamais, avec tout ce que tu viens de partager là, tu avais l'élan de rajouter ou de ponctuer par un mot ou une phrase en lien avec ce parcours, aussi bien pour toi que pour toutes celles qui nous écoutent, peut-être, ce serait quoi? Je pense que c'est quelque chose que je dis souvent, mais j'ai du mal à trouver quelque chose de plus percutant et de plus vrai. C'est vraiment de se faire confiance. Il y a des choses dans la vie qui nous font douter de nous, des personnes qu'on rencontre qui prennent pas le temps d'apprendre à nous connaître, qui ne prennent pas le temps de voir derrière leur peur, derrière ce qu'ils pensent être de nous, derrière leur projection, qui on est vraiment. Et ces personnes nous ébranlent, nous font douter beaucoup. Et ça nous questionne sur comment être avec l'autre. C'est important de poser ses limites et je pense de s'aimer beaucoup soi avant et de penser à soi pour éviter justement d'être ébranlé et de trop souffrir aussi de tout ça. J'entends beaucoup de femmes et de personnes comme l'endométriose dire mes proches ne me croient pas, mes proches ne m'aident pas, ils pensent que je simule alors que j'ai mal à la jambe, ils n'arrivent pas à comprendre que d'un jour à l'autre ça peut changer. C'est des parcours de vie extrêmement difficiles et j'aurais juste envie de dire, on a le droit de vivre avec de l'autisme, de l'endométriose, une sclérose en plaques comme toi et tout ce qu'on traverse. Si seulement, Pauline, les gens étaient gentils les uns envers les autres, mon Dieu, on n'en serait pas là. Si seulement, quand on ne sait pas ce que l'autre pense, on ne l'écoutait pas plus, on n'essaie pas plus de comprendre. Entourez-vous de gens qui vraiment vous comprennent, vous apportent du bonheur. Parfois, c'est OK d'être un peu patient, etc. Mais fixez-vous des limites de ce qui est capable d'être supportable pour vous avant que ça vous imprègne trop et que ça prenne trop de temps de se reconstruire derrière. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mine de rien. Et je crois que la paix et la sérénité, on le mérite tous et l'amour surtout. Et que c'est parfois difficile à trouver, mais je pense que parfois, il faut peut-être mieux être seul qu'avec des gens qui nous aiment pas assez. Donc, trouver des vrais compagnons de route. Et pour ça, il faut aussi affirmer sa place. Et c'est très important même pour soi. Une fois qu'on a affirmé qui on était, en disant non, moi je suis ça, j'ai besoin de ça. Est-ce que c'est OK pour toi? Si c'est pas OK, c'est pas grave. On va sur un autre chemin, on va sur une autre route. On ne sait pas, mais regarde, cette autre route que j'ai prise en décidant de ne plus être avec la personne avec qui j'étais pendant 6 ans m'a amené à vivre des choses complètement différentes cette année. Et c'est ça la beauté de la vie. Faut pas avoir peur de ce qui nous attend et aller dans des routes et dans des chemins où on est respecté, où on se sent coucouné et adoré pour ce qu'on est et ça nous donne des ailes et c'est beaucoup trop précieux pour que on laisse des gens nous enlever ça. Hmm. Des gens ou des Dans situations, hein, parce que c'est pas que voilà, essayer de faire des petites actions au quotidien pour arriver vers cet objectif assez profond. cet objectif de se faire confiance, de s'aimer soi-même et de Mm. trouver des gens qui nous aiment pour qui on est vraiment. Ouais. Et la paix et la sérénité, elle vient de ce fait, en fait. Quand on trouve des gens qui nous acceptent, moi, j'ai pas besoin d'expliquer à mes amis que voilà, je fais les choses dans un certain sens, que j'ai besoin de clôture. Elles le savent parce qu'elles ont pris le temps d'apprendre à me connaître et d'être entendues. C'est tellement précieux. Et dans l'écoute aussi, hein, on ressent ça et les gens, ils pensent que c'est juste en prenant des autres qu'on ressent ça, pas du tout. En donnant aussi, c'est fabuleux parce que je pense que tu dois le voir aussi en animant ce podcast et en accompagnant des personnes. Mais je peux t'assurer que quand moi je reçois des messages, parce que je suis passée à la télé et parler du viol que j'ai vécu et que les femmes me remercient, et que parce que moi je suis passée par là en regardant cette même émission, que j'ai eu le courage d'aller porter plainte, et qu'elles me remercient parce que désormais elles ont eu le courage de le faire, etc. Mais quel plus beau cadeau de la vie que d'avoir réussi à prendre déjà cet événement, à en parler publiquement sans honte et de dire voilà, j'ai vécu ça mais je suis toujours là, mais par contre, prenez soin de vous et faites valoir vos droits. Ça n'a pas de prix. Mais pour ça, il faut que tu puisses aller à l'intérieur de toi et prendre le courage aussi de te montrer tel que tu es. Ça fait écho à certaines conversations que j'ai eues récemment avec des femmes que j'accompagne qui viennent à certains ateliers et stages que je peux faire, qui disaient, j'entends dans certaines interviews que j'ai pu avoir l'idée de s'aimer soi-même, mais comment on fait? Du coup, je pense que continuer d'écouter, d'avoir une lumière qui s'allume, une prise de conscience et à un moment donné, ramener le regard vers soi, plus cheminer
et s'entourer correctement, bah, au bout d'un moment, ça fait le job. Tout seul, hein. Finalement, bon, quelques petits effondrements au milieu ajoutent un petit peu au peps, et au challenge de tout ça. Ça met un petit piment, tu sais, un petit peu plus de poivre au-dessus. Bon, comme j'aime pas le poivre, je prends cet exemple, tu vois. Mais c'est vrai que c'est à la fois challengeant et à la fois, je n'arriverais pas aujourd'hui à te dire, je voudrais faire différemment. J'aimerais bien sûr ne pas être tombée malade, c'est une certitude. Mais tout ce qui m'est arrivé, j'ai quand même fait des choix derrière. J'ai mené des actions et des petites actions, même quand j'étais couchée sur ma tranche parce que j'avais mal à gauche. Et j'étais là sur mon canapé en train de créer l'association et j'étais en train de conquérir mon monde, tu vois, à ce moment-là, dans la conquête de mon monde. La Hmm, paix et l'amour. la Entourée de paix. bisounourseries, de roses, de coton, de trucs moelleux. Et de doudou. Et de doudou, voilà, que j'essaie de disséminer comme ça. Et ben moi, mon truc à moi, mon objectif, c'est cet émerveillement dont je ne veux pas me défaire et cette notion de plaisir qui m'accompagne dans absolument tout ce que je fais. Et je pense qu'il drive une bonne partie des choix que je fais. S'il n'y a pas de plaisir, ben j'y vais pas. Et du coup, j'ai envie qu'on termine par le traditionnel quiz gourmand de fin d'interview. Parce que tu es aussi une croqueuse, on en a discuté un petit peu tout à l'heure. Oh oui. Alors j'ai quelques questions. Alors première question, c'est quoi ton péché mignon? Cette gourmandise bien montée à laquelle tu ne peux pas résister. Je crois que je l'ai aperçue un petit peu. Voilà, alors j'ai pu te la montrer parce que ma maman est avec moi en ce moment. Elle m'a fait le bonheur de me faire cette gourmandise que je ne sais pas me faire toute seule. Donc à la base, je suis allergique au gluten et au lait. Enfin, je le suis, c'est pas à la base. Donc je ne peux plus manger de tropézienne, mais c'était mon dessert préféré. Donc de manière globale, quelque chose qui est très brioché, très moelleux, très doux. À la vanille, bien sûr, tout à la vanille, s'il vous plaît, tout le temps, vanille, vanille, vanille. Tu peux rajouter des petits morceaux de poire et de cerise, potentiellement si c'est bien fait, avec une crème anglaise, du coup, maintenant végane, et de la chantilly, parce qu'il y a plein de choses qui existent qui compensent. Et le tout monté, donc, entre plusieurs tranches de brioche, beaucoup de crème, de la brioche, beaucoup de crème, de la chantilly, de la brioche, de la crème, de la chantilly, de la brioche. Donc voilà, peu importe la forme que ça prend, quand tu as ces trois éléments, vanille, crème, brioche, tu fais de moi quelqu'un de très heureux. Ça peut être des pancakes avec de la chantilly, par exemple, mais généralement, monter sur un gâteau, ça marche très très bien. Parfait. Donc c'est plutôt très sucré. Alors là, on va rentrer dans quelque chose d'autre. Si ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat? Peut-être salé ou est-ce que tu restes dans le sucré? Ah, c'est une bonne question, ça, Pauline. Alors, il y a un truc très simple que j'aime beaucoup, que seule ma maman me fait, parce que Congo, c'est beaucoup comme ça, mais je pense que c'est quand même assez fréquent en Afrique. Quand on aide les personnes qui nous entourent, on leur fait à manger avant tout. Parce que quand tu es échaudé, et c'est le cas en ce moment, puisque comme je te l'expliquais tout à l'heure, je viens de perdre mon petit bébé chat et je viens de faire une fausse couche. Donc forcément, on est dans cette période de deuil qui est vraiment, en plus, ça s'est passé dans des périodes quasiment à une semaine de décalage. On est encore dans cette phase d'acceptation. Je ne suis pas en capacité de forcément en parler ou de tirer toutes les conclusions, même s'il y a des choses très positives qui en ressortent, de la force que ces événements m'ont donnée. Mais en tout cas, ma maman, en me faisant à manger, voilà, me donne cette force physique pour pouvoir affronter. Et elle me fait des haricots verts à la pomme de terre avec des oignons. Je sais pas comment elle fait ça, mais qu'est-ce que c'est bon! C'est tout aussi simple. Je ne sais pas pourquoi c'est ce plat. Si je te dis sans réfléchir, je me dis, c'est un truc que j'arrive pas à me faire moi pareil. Et quand elle me le fait, elle me dit, qu'est-ce que tu as envie de manger? Haricots pommes de terre. Voilà. Sinon, je t'aurais dit une sauce pâte d'arachide. Pas du mafé, parce que c'est pas tout à fait comme ça qu'on l'appelle au Congo, mais c'est une sorte de pâte d'arachide mélangée à de la moimbe, qui est des noix de palme écrasées. Ça fait une espèce de sauce très très dingue. Et si tu mets ça, je pense, avec des haricots patates, qui ont absolument rien à voir, voilà. Généralement, tout ce qui est à base de pommes de terre, t'es sûr de me rendre heureuse. Voilà, je pense que ça résume la patate. Ça marche. Oui, Une sinon, valeur sûre. ouais. Sinon, je pense qu'il y aurait un mélange, mais la banane plantain, c'est pas vraiment un plat en fait. Mais généralement, il y a aussi ça. Si tu mélanges un petit peu de banane plantain à tout ça, là, c'est le summum et je suis là. Ouh. Tu vois, je suis en train de faire des signes comme ça, mais ça fait. Ouh là là! Là, c'est le bonus sur la petite Alors, cerise. on voit pas l'INSEE, mais là, elle agite les bras en mode
un peu, vous savez, dans un concert, wouh, je me laisse Je me vois bien, totalement tu sais, avec un porter. chant gospel, genre Oh happy day, avec des bananes plantains, des pommes de terre et de la sauce, comme ça. Oh happy day, tu vois, un truc comme ça. Ah, je suis à fond là. Tu vois, tu me parles de nourriture, Ah ça, bah oui, on a les mêmes plaisirs. c'est ça. Ah, et vraiment, de me chouchouter par la nourriture, ça marche très très bien. Hmm. Est-ce que tu es plutôt thé, café, bière, eau, autre chose? Alors, j'ai un truc un petit peu particulier avec l'autisme, c'est des lubies alimentaires et une olfactivité tout à fait particulière. Donc, je supporte pas les épices et tout ce qui pique trop, et je bois les choses très, très froides. J'aime pas manger très chaud, par exemple, tu vois. Donc, il y a tout un truc de texture, etc. Alors, normalement, moi, je suis plutôt thé, mais avec l'endométriose, tout ce qui est inflammatoire, on va éviter. Donc, je prends maintenant des tisanes, mais c'est moins fun. Et j'ai découvert une espèce de boisson où c'est un espèce de jus d'hibiscus avec un tout petit peu de rose pétillant et qui ressemble à un Fanta grenadine, tout à fait chimique, bourré de sucre et vraiment trop sucré qu'on buvait au Congo. Et ils ont réussi à le faire à la sauce pas trop sucrée, très naturelle. Et je bois des quantités de ce truc en ce moment, voilà, En ce moment. en ce moment. Ok. Est-ce que tu es plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon? Bah, vu ma condition de personne végane, je dirais plutôt tout ce qui est salade et compagnie. Les légumes me rendent très heureuse, tout pareil, parce que c'est très mou, très tendre. Et j'ai jamais vraiment été grande fan de viande. Ça m'arrive d'en manger parce que bah, avec les allergies au gluten, voilà, j'ai des difficultés ou par période, quand j'arrive pas à me faire à manger suffisamment bien. Je dis pas que je mange jamais de viande, mais dans ma conviction, c'est ça que je souhaiterais si jamais j'avais pas d'allergie. Donc tout ce qui est un peu trop à mâcher, tu vois, ça me gêne. Donc je vais toujours préférer des légumes, tout ce qui est très vert, une bonne salade ou des Est-ce, haricots. Et... est-ce que les radis rentrent dedans? Parce que ça a un côté croquant. Oui, alors bizarrement, mais pas tous les radis. Les radis violets, là, qui sont un petit Hmm. peu très doux, parce que tout ce qui pique trop, tu sais, j'aime pas. Ceux-là, ils sont bien. Ok, parfait. Et puisque moi, ma gourmandise, bah, c'est pas la tropézienne version sans gluten et sans lactose, c'est le chocolat. Est-ce que tu es plutôt chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait? Alors, si je pouvais tous les manger, parce que c'est plus le cas, je les mangerais absolument tous, Pauline. J'adore le chocolat. Je pense que ce que je préférais, c'était le chocolat blanc. Et aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de plaisir à prendre du chocolat noir, mais je le choisis de très très bonne qualité. Et quand je vais en prendre, je vais plutôt prendre un tout petit peu, mais de bonne qualité, pour justement garder l'aspect gourmandise, plaisir que tu as aussi, que j'ai tout à fait aussi. Parfait. Bah, je suis comme toi, je suis sans gluten et sans lactose. Et du coup, j'avoue que c'est une frustration pour moi de plus pouvoir manger de chocolat blanc. Mais je trouve des très très bons chocolats noirs et notamment au Gianduja aussi qui me plaît beaucoup avec cette Mm. onctuosité retrouvée qui pour moi rappelle aussi un petit peu l'onctuosité du chocolat blanc ou du chocolat au lait. Donc on trouve des compensations qui nous satisfont tout aussi bien. Et si je peux partager avec toi ma gourmandise du moment, ce qui est une lubie un petit peu, mon aliment du moment, c'est la pâte à tartiner, chose que je n'aimais pas du tout avant. Donc forcément une pâte à tartiner naturelle, puisque sans lait, etc. Donc ça a été très dur à trouver. Et il y a un super site vegan où tu as beaucoup de choses dans ce style-là. Et j'ai retrouvé pas mal de chocolat. J'ai pu à nouveau manger du chocolat au lait. Donc si tu veux, je partagerai avec toi les bonnes adresses parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai trouvées qui sont vraiment super. Et là, Passion Nutella, j'ai acheté, je pense, 7 ou 8 pâtes à tartiner différentes et je suis toute en train de les goûter. Et tous les matins, je suis là pour laquelle je vais choisir. J'en ai même pris une où c'est Bigou, tu sais, genre vanille, puisque c'est mon goût préféré, chocolat. En ce moment, j'ai juste besoin de ça. Donc, je me goinfre à la pâte à tartiner, pas trop sucrée du coup, vegan. Comme ça, c'est pas trop de sucre, pas inflammatoire. Tu culpabilises pas trop, mais tu as le côté réconfortant. Oh là là, c'est merveilleux. Donc voilà, je pense que ça, c'est l'esprit du moment en fait par rapport à tout ce que je vis, au challenge que ça suppose. Je le vois comme une grosse bulle de douceur hyper entre la grosse mousse du bain moussant et le moelleux d'un molleton comme ça dans lequel on peut se lever et qui est vraiment très très réconfortant. En tout cas, il y a plein de belles choses qui arrivent aussi pour cette nouvelle année. Et si ça peut être entouré de plein de douceur, de plein de gourmandise et puis de beaucoup d'amour et d'échanges surtout, comme même on a aujourd'hui, tu vois. Je suis très reconnaissante pour ça, pour la vie, pour tout ça. Hmm. Eh ben, on va terminer là-dessus. Merci infiniment, Lindsay, Merci, Pauline.
ton authenticité dans nos échanges aujourd'hui. Et si les croqueuses ont envie de te retrouver et de te suivre tes aventures, comment on fait? Alors, tu as plusieurs choses. Déjà, en premier temps, parce que c'est ce qui compte le plus pour moi, pour celles qui ont besoin d'informations concernant l'endométriose et l'endométriose neuropathique. Donc, il y a le site internet, donc endométrioseneuro.com, ça c'est le site de l'association. Sur le site, tu as nos réseaux, donc le groupe Facebook, le compte Instagram et tous les supports que nous avons, donc toutes les vidéos que j'ai faites. Donc, c'est moi qui suis derrière et qui réponds dans la mesure du possible. Très bien, je remettrai de toute façon tout ce qu'il faut pour te retrouver et te retrouver toi, ton association et toutes les ressources que tu mets à disposition des personnes qui traversent aussi l'endométriose et les douleurs neuropathiques. En tout cas, je te remercie du fond du cœur pour cet échange et je te souhaite une belle journée, tout comme aux croqueuses qui nous écoutent. Merci beaucoup, Pauline, vraiment pour cette opportunité de démarrer ce nouveau chapitre avec ce bel échange, de me donner la possibilité de parler de mon parcours et j'espère en tout cas, comme les podcasts l'ont fait au précédent sur ce que tu avais déjà fait, pourra donner un petit peu d'espoir, de bonheur et surtout, vous n'êtes pas seul, c'est important de le dire. On est tout ensemble. Hmm. Vous êtes pas seule. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ma phrase gourmande avec le mot chocolat, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. J'adore vous lire, échanger en direct avec vous pour parler de chocolat bien sûr, de gourmandise et de tous ces sujets qui nous touchent. Et si vous ne savez pas de quelle phrase gourmande je vous parle, vous pouvez filer écouter mon épisode 0 dans lequel j'explique tout ça. Et si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide, notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Merci à toutes celles qui le font déjà. Et vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. À la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur.